J'ai commencé à toujours m'intéresser à l'architecture et à la ville et à toujours m'intéresser à la photographie, sachant que à l'époque j'avais une pratique de la photographie qui était ce qu'on appelle aujourd'hui la street photographie, parce que ça redevient la mode, alors que ça ne l'était plus, qui était très influencée par la photographie américaine des années 70. Voilà, en 2001, je vais montrer le projet que j'ai fait, donc il y a toute une série de choses où je me suis retrouvé à reprendre le projet de l'atelier des images que je dirige depuis plus de 10 ans, et qui est un projet autour et avec l'image photographique, parce que la photographie c'est quelque chose qui est accessible à tous, et qui en même temps reste complètement mystérieux, même à ceux qui la pratiquent tous les jours. Et cet écart-là, c'est très proche et c'est très lointain en fait. Il y a des pratiques artistiques qui sont très conceptuelles, et il y a le calendrier de Pirelli, qui n'est pas du tout conceptuel. C'est sur cette feuille qu'il y a un intérêt à travailler avec les publics, sur cette distance. Je m'intéresse beaucoup à l'éducation, à l'image, avec cette idée-là que c'est un outil de construction de la personne. Et que l'image que l'on a des choses, c'est aussi une image que l'on a de soi, et que ça permet à des moments donnés, à des points de vue, surtout à la période de l'adolescence, parlons, de faire un vrai travail avec le public. Pour ça, on a créé un réseau de structures photographiques depuis 3 ans, qui s'appelle le réseau Diagonale, et qui essaye de faire porter cette parole au ministère. Donc, ce matin, j'étais très content d'apprendre le relancement des plans d'éducation à l'image, puisque nous, dans le réseau, ça fait 2 ans qu'on essaie de se battre pour que des projets sur la photographie qu'il existe un dispositif. Architecture et photographie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être plus encore à l'époque qu'aujourd'hui, ça je ne sais pas trop, avec les moyens numériques et les moyens 3D, qu'il y avait un lien qui était vraiment très très fort et qui existe depuis l'invention de la photographie. Quand Daguerre pique une invention à Nicéphore Niepce, il la publie en 1839, il pense que ça va servir à découvrir le monde. Niepce, qui est un découvreur, un inventeur et aussi quelqu'un qui a parcouru le monde, pense la photographie pour garder, pour montrer le monde. Et en fait, elle a tout de suite une ambiguïté, c'est qu'elle va aller vers du commerce très très vite et de la représentation sociale. 3 choses importantes. D'abord, très importante, c'est qu'il y a une mission de l'État, dès 1850, je crois que ça s'appelle la mission idéographique, qui a pour but de photographier le paysage et les monuments. Donc l'État se rend compte que le patrimoine, et la photographie est là pour rendre compte du patrimoine. Il y a des campagnes de prise de vue qui sont lancées parallèlement par les États, que ce soit en France ou en Angleterre principalement, autour en France du Second Empire, et donc des rénovations urbaines, des grands travaux, des campagnes de construction de chemin de fer, très importantes. Donc les compagnies de chemin de fer engagent tout de suite des photographes. Les investisseurs immobiliers, ils engagent tout de suite des photographes, même si ça ne se dit pas comme ça se dit aujourd'hui, mais c'est à peu près la même idée. Alors, je n'ai pas l'exemple, mais il y a un photographe très important à cette époque-là à Paris, qui s'appelle Charles Marville, qui photographie vraiment la reconstruction de Paris. Un autre qui est dans la mission bibliographique, qui s'appelle Édouard Denis Baldus, qui a une image de la gare de Toulon. Donc c'est intéressant, c'est la gare de Toulon, qui est vraiment la première photographie d'architecture. C'est une image très simple, c'est un dessin en fait, c'est une perspective. Au bout de la perspective, il y a la gare, elle est frontale, il y a un décentrement parce que la chambre photographique le permet, c'est-à-dire qu'on restitue vraiment le dessin en perspective grâce au décentrement. Je ne sais pas si il y a 2 corps dans une chambre photographique, c'est toujours le même principe, une optique, un plan film, ils peuvent bouger les uns par rapport aux autres. Donc, le cercle optique qui est projeté depuis l'optique, il est beaucoup plus grand que l'image. Vous savez tous que les photographies sont rectangles. Pourquoi elles sont rectangles? L'image qui est projetée par on appelle l'appareil photographique. Les optiques, elles sont comment? Rondes, et les images sont rectangles ou carrés. Personne ne se pose cette question de base. Parce que l'industrie, un jour, a décidé qu'on ferait des photos rectangles. Les fabricants d'appareils photo ont décidé. Parce que les planches, voilà. Non, les images sont rondes. D'ailleurs, le monde est rond, comme disait Gertrude.
Donc l'État, l'industrie s'emparent de cette invention qui est quand même fantastique parce qu'elle permet donc de rendre compte, d'avoir des descriptions d'une précision qui sont phénoménales. C'est inimaginable au niveau de l'architecture, des monuments, etc. Et hormis, le troisième point de ce lien, c'est la découverte réellement du monde, en fait. Toutes les académies de sciences de l'Europe et après des États-Unis, avec un décalage des États-Unis, parce que les États-Unis ont été fans du daguerreotype beaucoup plus longtemps qu'en Europe. Donc ils ont gardé ce système pendant 20 ans à peu près en plus. Mais ça, c'est des questions de brevet, je parlais de ça tout à l'heure. Donc la découverte du monde, c'est le troisième point qui fait que la photographie et l'architecture vont travailler ensemble et s'harmoniser. Voilà, juste pour vous dire les choses, l'architecture et la photographie, pour moi, ont des points vraiment communs. D'abord, on en a parlé. C'est d'abord un point de vue. C'est-à-dire, on se met à un endroit pour observer et on circule à différents endroits. Et en fonction des endroits où on peut être, on a des points de vue différents sur les choses. Et donc ça, c'est le point de base que j'apporte quasiment toujours en atelier. Il y a un point de vue. Autour de ce point de vue, on construit un cadre. Ce cadre, c'est l'endroit où on regarde. C'est forcément un espace. Et à partir de ce cadre, eh bien, on peut faire une composition qui tient en compte des éléments d'architecture. Et le quatrième point qui est fondamental, c'est évidemment la lumière. Pour l'image et aussi pour le voilier de bâtiment, je pense que les architectes travaillent dessus. L'image est un espace. Tout à l'heure, on disait le son est un espace, peut-être. Et nous, on a besoin d'un cadre pour faire des images. Et les enfants avec lesquels on travaille sont obligés d'être dans un cadre par rapport à un espace qui les entoure. Ça, c'est le premier point. C'est un espace qui est physique et c'est un espace évidemment qui est mental. On regarde dedans, on circule, on s'échappe, on regarde pas, on regarde de moins en moins, les enfants regardent de moins en moins. Le son a un intérêt pour ça. Vous savez très bien qu'on parle d'image. Nous on s'est appelés les ateliers d'image. Je n'ai pas pensé appeler ça les ateliers de la photographie. Et on m'a dit plusieurs fois, mais pourquoi ça n'avait pas le mot photographie? Je me suis posé la question. Je pense que, bon, ça c'est après les lectures qui le permettent, mais le mot image en fait est tellement il a plusieurs sens, je vais le dire. En français, ce qui n'est pas forcément le cas par exemple en anglais. En français, c'est un objet. Un tableau, une picture, je connais des discussions de Godard là-dessus qui sont assez intéressantes. Mais l'image, très simplement, il y a 3 niveaux d'image. Si je dis que Emmanuel est beau comme un camion, c'est une image. Je suis content qu'on enregistre. C'est une image à une dimension. Une photographie, c'est une image à 2 dimensions. L'architecture, c'est une image dans laquelle on pourrait vivre. On se dit, on pourrait faire cette image-là. C'est-à-dire c'est une image en 3 dimensions dans laquelle on vit. Les rêves, qui ne sont pas matériels, c'est forcément des images en 3 dimensions. C'est qu'il faut toujours essayer de prendre en compte la perception de l'architecture, la perception qu'ont les publics usagers, quels qu'ils soient, de l'architecture. Et ça permet toute intervention, qu'elle soit artistique ou dans le cadre de vie dans le collège, c'est un des fondements quand même. Que ce soit à 1%, moi j'ai toujours abordé ça en me disant, mais voilà, je suis dans un bâtiment, ok, il y a des élèves, mais il n'y a pas que des élèves. Il y a des gens qui viennent travailler, il y a des secrétaires, il y a souvent des employés des ATSEM, comme on dit, des ATEL, il y a des personnels pour la cantine, etc. Ils ont tous un mot à dire sur les choses qui les entourent. Tout à l'heure, on parlait du décalage entre l'image et le son, entre les espaces et le son. Et s'il y a un cinéaste qu'il faut regarder, évidemment, comme vous parlez d'architecture, c'est Jacques Tati. Parce que j'avais écrit un petit texte avec des amis, c'était les klaxons de Tati. Il passe son temps à nous dire attention, on fait n'importe quoi. Attention là, l'architecture contemporaine c'est très bien, mais les petits pas de la dame dans le jardin, c'est aussi fondamental. Donc la fonction, la transparence aussi, donc c'est un deuxième point sur lequel j'ai beaucoup travaillé quand j'ai fait des projets.
Alors je m'étais appuyé sur un écrit qui s'appelle La transparence en architecture, qui a été fait par deux architectes américains, Slutsky et Rowe. Essai critique sur l'architecture moderniste, les Américains Slutsky et Rowe distinguent la transparence réelle de la transparence virtuelle. La transparence réelle serait celle de Gropius, du Bauhaus, et de tout ce qui s'est fait effectivement autour de Molina et de cette histoire-là. C'est bien la transparence de Le Corbusier serait celle de la suggestion d'espace inexistant par l'utilisation appropriée de surfaces transparentes et de points de vue choisis. Ça m'a beaucoup éclairé parce que j'étais influencé par ces histoires de fonctionnalisme, etc. Et Le Corbusier, puisque j'arrive à Marseille, forcément Le Corbusier, ça questionne. Et justement, le fondement du discours, c'est que la transparence n'est pas dans le plan, qu'elle n'est pas physique, qu'elle est mentale. C'est-à-dire qu'un mur de verre, même si le verre est transparent, c'est un mur. C'est pas la lumière à repasser, c'est toujours une frontière, c'est toujours une séparation. Et si on veut avoir une perception de travailler sur de la globalité, il faut créer entre chaque espace des continuités mentales. Donc ça, c'était l'objet du projet que j'ai fait à Aix en 2018. Tout à l'heure, tu as parlé du labyrinthe, ça me semble aussi une des approches assez fantastiques quand on parle d'architecture, parce qu'il y a un nombre de bâtiments administratifs qui sont vécus comme des labyrinthes. Où on se perd, où on est dans des couloirs qui se ressemblent indéfiniment, etc. Ça a été le projet que j'ai fait aussi à Aix, mais à la fin d'Aix en 2001. Et puis, il y a cette idée dont j'ai un peu évoqué, c'est-à-dire que, et c'est ce qui est moteur dans l'éducation, dans la transmission, c'est l'idée d'un imaginaire, en fait, quelque chose qui de toute façon est au-dessus de nous et qui nous permet de nous projeter, et donc de nous faire avancer. Cette idée de métaphore, qui est à la fois double, parce qu'elle parle de choses concrètes, et Tati pour ça est formidable, parce que c'est quelqu'un qui observe. Il y a une interview de lui dans je ne sais plus quelle émission de l'INA que vous avez retrouvée, où il dit la seule chose qu'il faudrait dans les écoles en France, c'est pas des cours de maths, c'est pas des cours d'algèbre, c'est pas des cours de dessin, c'est des cours d'observation. Il faudrait mettre tout le temps les enfants en face de développer le sens de l'observation. C'est ça qui nous permet de nous détacher, de prendre de la distance et de nous insérer. C'est la première génération d'enfants dans l'histoire de l'humanité qui se voit en image, directement. Est-ce que ça va avoir un impact sur le comportement de l'humanité? C'est une question qu'on peut se poser. Personne avant a pu faire sa photographie et la regarder immédiatement. Déjà, les gamins ne faisaient pas de photographie jusqu'à il y a 20 ans, c'était l'objet lourd, etc. Et puis quand on observait une image, voilà, on observait le monde. Moi, comme vous voyez, je porte des lunettes. Et quand j'étais adolescent, je refusais de porter des lunettes. J'étais un peu coquette. Et quand on m'a mis les lunettes, donc je suis allé le soir, il faisait nuit, le matin je pars et je vais au lycée et je regarde le parc et je suis resté scotché. Je me suis dit, mais c'est une photographie. J'avais l'impression qu'en fait la photographie c'était quelque chose qui était différent de la réalité puisque j'étais myope. Donc ce rapport à la réalité est intimement lié aux images. Et effectivement, les enfants aujourd'hui ont un rapport avec ces images-là qui est radicalement différent vraiment de la génération d'avant. Je ne vais pas citer des exemples personnels et familiales, mais c'est vrai que même mes filles à qui on ne parle pas trop de photographie, même si elles en entendent parler tout le temps, quand elles avaient 5 ans, il y a eu un appareil numérique, parce que c'est pas si vieux que ça. Moi j'ai eu mon premier appareil numérique, c'est 90, quelque chose comme ça. Sur un film, on n'a pas le temps d'observer. Après, on peut développer un film. Et c'est cette observation qui permet de penser son rapport au monde et donc sa présence au monde. Donc c'est pour ça que pour moi la photographie elle a un rôle dans la construction de la personne, comme je disais, qui est assez essentiel. Il y a cette rue centrale dans la... C'est un collège. Un collège de Bouffon et tous les élèves, on est dans une prison. Là pour le coup, pas loin. Ça pourrait être justifié. Les discussions, la principale dit ouais tiens si on mettait des photos, une bêtise de discussion à la cantonade. Moi j'y vais, je rencontre, je dis bah elle me dit si vous voulez faire un projet, donc je fais un projet, je rencontre l'architecte, je rencontre tout le monde, j'essaie complètement, j'y allais comme ça, c'était totalement hors cadre. Parce que tout à l'heure on parlait des Bouches-du-Rhône et de
Marseille, là, ça s'est un peu passé comme ça. Je fais un projet, tout le monde le trouve très bien, mais il y a la procédure à reprendre, donc il faut rééquilibrer la procédure. Pour la petite histoire, je ne peux pas être sélectionné à l'époque parce que les Bouches-du-Rhône ont fait un... Et ils ont raison, parce que vous savez tous que dans les 1%, dans les années 70, ou même avant, les architectes choisissaient des amis à Leusmutov qui faisaient un truc dans un coin, et ça s'est perduré pendant longtemps. Donc ils avaient mis en place une procédure qui n'est pas plus bête plus intelligente qu'une autre, on va dire, que l'artiste devait avoir une œuvre dans une collection publique pour être sélectionnable. Donc je n'en avais pas, parce que je dis bon, de toute façon je vais faire Prague un peu de temps avant, puis voilà. Et donc ce projet, je l'abandonne. Et 3 jours avant, une semaine avant la date limite de dépôt, je vais dans une galerie, je rencontre un ancien prof à moi. On discute et tout. Je dis, j'ai bossé pendant 2 ans sur un projet, il va pas se faire. Je lui dis pourquoi, comment. Mais j'étais président de la commission de sélection. Et je lui dis, je peux pas, j'ai pas d'œuvre. Il me dit, mais vous êtes de province. C'est un prof formidable qui s'appelle François Bazzoli. Il me dit, vous êtes de province? Je lui dis, bah oui, il y a un musée dans la province. Je lui dis, écoute, vous allez les appeler, vous leur donnez 3 photos, et vous faites faire un papier, donc vous faites partie des collections, et vous mettez en dossier. Mais c'est normal. Bah oui, mais non, mais faites-le. Donc je le fais, donc je suis sélectionné, donc je projette. La vie tient parfois à peu de choses. Je ne sais pas comment l'idée m'est venue, mais c'était en 98, et donc pendant 1 an, j'ai tenu un journal photographique de l'actualité et de mes déplacements, etc., qui compose la frise, qui avait pour fonction de scier le bâtiment en fait, et de faire une continuité, une transparence. Il y avait 3 panneaux blancs en haut, je me suis dit, voilà, le triptyque, la Jésus au centre et les apôtres. Donc j'ai photographié 2 élèves et une prof qui n'est pas une prof, mais qui a joué le rôle de la prof, en noir et blanc sur fond noir, à la chambre photographique, ça s'appelait. J'ai fait les tirages moi-même, je ne recommencerai pas. C'est extrêmement compliqué à faire, je ne sais même plus si c'est sûr. J'ai fait quelque chose de complètement fou. D'ailleurs, je me suis mordu les doigts d'angoisse pendant les 5 années qui suivirent, c'est que j'ai scié, sans que personne ne me dise de ne pas le faire, le crépi du collège. À l'intérieur, à la meuleuse, à la main. Et donc j'ai inséré les plaques, parce que l'important pour moi, c'est que ça soit... qu'il n'y ait pas de surface en fait. Que ce soit vraiment dans le mur, comme si ça soit le mur, l'image est à l'intérieur, mais après il nous fait mettre avec raison une plaque de flexi. Au départ, ça devait être... Je l'ai collé de mes petites mains. Et j'ai collé. Il y en a combien d'images? Je ne sais plus. 500. 960. 960 photographies, couleurs, 10, 15, que j'ai collé sur de l'aluminium moi-même. Mais ça paraît complètement fou, mais voilà, c'était un peu fou quand même. Et ça, c'est la partie visible du projet. Donc, dans cette histoire de transparence, ce qui comptait, c'est qu'on a l'idée de transparence. Et il y a des points stratégiques que j'ai réutilisés dans le collège. Donc, ça, c'est la poursuite. Et la frise fait 134 mètres. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait une circulation là-dedans. Donc, la frise permettait à tout le monde de circuler. Et elle marchait, parce qu'en plus, il y avait une trame narrative. J'avais séparé par mois, séparé chaque mois par type d'image, des images d'actualité que je prenais sur la télévision, je photographiais de jour en jour. Donc on a à peu près, c'était une année bénie, hein. Il y a eu le Front National qui est rentré dans les conseils régionaux, il y a eu l'affaire de Lewinsky, il y a eu, je sais pas s'il y a eu la Coupe du Monde, il y a tout sur la France. Jusqu'à l'affaire de Lewinsky, c'est terminé évidemment par le tableau de Madrid. Et il y avait des vues du collège, et j'avais photographié beaucoup d'autoroutes, d'espaces de circulation, et des espaces de bureaux, et aussi le Corbusier, justement. Je suis allé dedans, là où ça a brûlé, dans la cellule d'origine, pour photographier tous ces modèles d'architecture, en fait. C'était aussi l'époque des autoroutes, il y avait la formation, il y avait des autoroutes en formation, c'était la première, j'avais plein d'autoroutes.
Donc cet espace d'accueil, et alors là je suis désolé, je n'ai pas vraiment des bonnes illustrations. J'ai au dos des 3 triptyques là, qui sont assez grands, hein, qui font 1m20 sur enfin, on va faire 1m10 sur 1m60, comme ça, je ne suis plus exactement. Donc les 2 panneaux derrière, et alors là c'est l'influence, c'est toujours cette idée de transparence, de se dire qu'à un moment donné dans une architecture, c'est comme si elle s'ouvrait et qu'on passe à travers. L'entrée du collège, c'est une baie vitrée qui fait 10 mètres de haut sur 10 mètres de large, une espèce de canette verte. Donc depuis la passerelle, on voit l'extérieur. On voit les cyprès qui sont à l'extérieur. Mais on les voit, ils sont juste là. D'accord ? Ça c'est la réalité, ça c'est des reflets, ça c'est la réalité en dessous. Et donc avec les premiers ordinateurs, je ne suis même pas arrivé au début, j'ai en fait inventé un paysage à partir des images réelles qui ont été... Et j'ai créé 3 panneaux qui sont, quand on les voit comme ça, qui n'ont strictement aucun intérêt, et qui, en circulant, il y a un point précis dans le couloir où on voit, pile à un moment donné, une image carrée d'un paysage qui n'existe pas. Ça, c'était aussi... c'est vrai, j'aime beaucoup un artiste qui est très célèbre. Vous savez, vous le connaissez, il intervient toujours sur l'architecture en mettant des bandes rouges. C'est un Suisse. Un nom, Felice Varini. À l'époque, j'avais vu des choses de lui, etc. Donc cette idée-là de se dire, on est dans une surface, un espace, il n'y a rien, et d'un seul coup, paf, il y a un truc qui apparaît. Et ça marche. Si vous parlez d'architecture, je pense que le 1% est une manière de parler d'art et d'architecture qui me paraît toujours intéressante. En 92, il y avait le CAE aussi a fait des commandes avec des artistes qui sont très intéressants. Et donc là, il y avait en bas des grands tableaux photographiques que j'avais. D'ailleurs, pour info, comme c'est le dossier de candidature, c'est un peu distordu. Ça, c'est un exemple d'image qui était dans la frise du collège de jazz de Flex, là-haut. J'avais beaucoup travaillé sur des triptyques, des compositions à 5 ou à 7 sur des symétries, parce que effectivement, avec des corpus d'images, donc il y avait des images d'actualité, des images d'histoire de l'art, des images de journaux, des images de manuels scolaires, etc. Je me souviens. En fait, j'allais de l'un à l'autre et je composais la frise en avançant comme ça. Voilà, vous avez reconnu la chapelle Sistine et Monica Lewinsky. Ça, c'est un projet Vive mon collège. C'est le genre de document avec lequel les collégiens repartent. Il y en avait un par élève. Un travail sur, voilà, c'est très simple en fait, c'est du diptyque. Les diptyques, le collège avec, sans la présence de points particuliers, signalés, etc. C'était un des premiers projets. On réalise aussi des choses très simples avec des élèves des écoles, primaires en l'occurrence. Dessiner votre quartier, objectivement, subjectivement. Qu'est-ce qu'il faut dans l'architecture, dans l'urbanisme en l'occurrence, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faudrait. Donc un stade de foot, évidemment, un supermarché parce que c'est loin, un cimetière parce qu'une ville, c'est un village, c'est un quartier de Marseille. Il n'y a pas de cimetière, c'est pas normal, etc. Ces deux-là, je ne les ai pas, mais parce qu'il ne reste plus. Les autres, et puis aussi, je vous ai laissé une petite revue qui s'appelle L'Esprit de Babel sur Marseille, qui est vraiment bien, qui parle de la culture en général, et là qui parle des processus d'ateliers participatifs. Et ça, c'est quelque chose sur les lieux de vie des élèves autour de leur établissement. Travailler au sténopé à l'ancienne, avec une prof de chimie qui a transformé la salle en laboratoire géant, etc. Une écriture, des écritures qui sont produites avec les profs de français. Je prends 2 secondes pour expliquer la méthode que j'ai utilisée là, c'est-à-dire que moi, on amène des livres, on amène des images, on discute, on ne fait pas de grand discours, vous amenez 4 choses, point de vue, cadre, composition, lumière, vous faites pas trop de photos, vous sélectionnez, et je les ai complètement lâchés pendant 4 séances, partout, et je leur dis, je veux vous montrer quelque chose que je ne connais pas du collège, et vous montrer des endroits que même les profs n'arrivaient pas à reconnaître. Donc, ça c'était le premier point. De toutes ces images, on a travaillé, ils ont fait des images qui étaient de plus en plus belles à chaque fois, et moi j'ai fait que récupérer ces images.